Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue à cette édition d'À Travers sur la télévision Pacifique. Vous savez, À Travers est une production de Technogroup Communication destinée à présenter une personnalité haïtienne ou étrangère qui, de par son parcours, a contribué au développement de la culture, de la politique, de l'économie d'Haïti. Pour ce numéro d'À Travers, notre invité est le docteur Hans Larsen qui passe sans doute de présentation avec vous. Docteur Larsen, merci d'accepter notre invitation à Travers. Merci Ralph, et je dis déjà bonjour et merci à tous les téléspectateurs qui vont perdre leur temps à m'écouter parler. C'est plutôt un gain de temps, docteur. Docteur Larsen, vous êtes médecin, orthopédiste, vous êtes également le président du comité olympique haïtien. Mais avant de parler de tout ça, prenons un petit temps. Allons voir votre enfance. Est-ce que votre famille, les écoles que vous avez fréquentées, le mode de vie que vous aviez, est-ce que tout ça vous donnait une carte verte pour le succès dans la vie? Je crois que j'ai été un homme heureux dans ma vie. Un homme chanceux et heureux. Chanceux parce que je suis le dernier d'une famille de 7 et je suis arrivé 7 ans après l'avant-dernier. Donc j'avais devant moi... Ça fait 2 fois 7. Ça fait 2 fois 7 et j'étais le 7 donc. Et je suis né un 7. Ça fait 3 fois 7. Et j'avais devant moi des gens qui pouvaient m'aider, et à part mes parents. Et mon frère aîné avait 18 ans de plus que moi. Donc ce qui faisait un grand décalage, mais quand même, je regardais devant moi l'idole. Et ce sont des gens qui ont bossé dur, qui ont travaillé et qui m'ont dit voici le chemin, ils m'ont tracé le chemin. Donc pour moi, ça a été comme quelque chose de très facile à ce point de vue-là. L'autre chose, je suis quand même d'une génération qui a pu librement circuler dans cette ville. Quand vous dites librement circuler dans cette ville, ça veut dire quoi, docteur? Je suis né au Gonaïves, je suis gonaïvien, je suis entré très jeune à Port-au-Prince et j'ai appris à connaître Port-au-Prince. Et j'ai eu une éducation que je pourrais dire, mi-éducation classique à la maison avec des règles, mais en même temps, ce que certains pourraient appeler maintenant un street boy. C'est-à-dire que étant un petit peu toujours en train de jouer au football et au sport, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai couru le 100 mètres, j'ai fait du saut en longueur, saut en hauteur malgré ma petite taille. J'ai parcouru tous les espaces de cette ville. De fait, À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de bidonvilles, mais il y avait des quartiers moins favorisés. Donc j'allais jouer dans les quartiers moins favorisés et j'ai eu des amis de toutes classes sociales confondues, ce qui m'a permis de comprendre très tôt la sociologie profonde de mon pays et d'apprendre à aimer mon pays. De fait, les échanges vous ont aidé vraiment à avancer. Je crois que les échanges aident toujours positifs. Il y a parfois des côtés négatifs là-dedans, mais quand on enlève le peu de négatif, c'est toujours positif. Parler à l'autre, communiquer avec l'autre, entendre l'autre, écouter l'autre. Je pense que c'est excessivement important et ceci m'a formé dès ma jeunesse. C'est d'abord une connaissance de l'autre, une connaissance d'abord des gens de la famille, des parents, du grand frère qui était là 18 ans d'avant, c'est bon. Et puis les gens du pays, c'est vraiment la connaissance de l'autre qui vous a aidé à avancer d'abord beaucoup dans la vie. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Je pense que mon père aussi aimait ma mère, mais mon père m'a toujours ouvert vers l'esprit, vers l'inconnu, aller chercher ce qu'il y a, aller vers l'autre pour apprendre à connaître l'autre, pour pouvoir mieux le pratiquer, pour pouvoir mieux s'entendre avec l'autre. Pas aller vers une confrontation toujours, non, mais aller surtout pour savoir pourquoi il y a un problème, pourquoi l'autre est là, pourquoi l'autre est en face et avancer. Là, nous sommes en train de parler de l'autre, nous allons parler de certaines personnes qui étaient sans doute différentes de vous. Je parle de vos camarades de classe et vos congénères de l'époque, monsieur, de votre époque. Comment étaient-ils? Qu'est-ce qui vous différenciait de vos camarades et de ses congénères? Mon père avait fait un choix. Je n'ai pas été au petit séminaire au Collège Saint-Martial dès le départ. Je n'ai pas été à Saint-Louis de Gonzague. On avait la possibilité d'y aller à l'époque. Il m'a envoyé à Jean-Marie Guillou. C'est au centre-ville? Au centre-ville, au Jean-Marie Guillou, c'est une école publique. Oui. Et on payait à l'époque 5 gouttes par mois pour l'écolage. Les 5 gouttes, ce n'était pas vraiment l'écolage, c'était surtout parce qu'il y avait les études surveillées. On restait le matin, tout le monde terminait dans les autres écoles à 11h, nous on terminait à 11h30. De 11h à 11h30, il y avait les études surveillées, il y avait les devoirs à faire. Et l'après-midi, tout le monde terminait à 4h et nous à 4h30. De 4h à 4h30, les études étaient surveillées. Donc les frères faisaient payer 5 gouttes en plus. C'est une école publique
avec et des gens qui vivaient dans... Il n'y avait pas que la classe UP, il y avait très peu de cette classe UP, il y avait beaucoup de gens de la classe moyenne et de la petite, vraiment, ce que les gens appellent des petits gens, qui sont restés pour moi des amis énormes, qui sont devenus maintenant des professionnels, et avec qui j'ai des contacts, et continue à avoir des contacts extraordinaires. Par la suite, j'ai été au petit séminaire, ensuite j'ai traversé, je vais une année au collège classique, avant d'aller au lycée français à l'époque, qui s'appelait le cours Alexandre Dumas. Alors, la question, c'est de savoir la différence entre vous et ces camarades-là, les camarades de l'école que vous avez fait. Je ne voyais pas de différence. Maintenant, 40 ans après, 50 ans après, je regarde, je dis, mais il y avait quand même peut-être une petite différence. Mais je ne voyais pas de différence, puisque on était tous des jeunes, et sans complexe, tout le monde était là, se fréquentait, et on apprenait à se connaître, à apprendre à connaître ces différences. C'est-à-dire à se connaître, à s'apprécier avec nos qualités et nos défauts de l'époque. Mais il y avait également des différences sur le plan économique, social, question de position, il y avait tout ça, non? Énorme, parce que moi, mes parents avaient une voiture, on m'emmenait à l'école en voiture, mais souvent mon père me permettait, il nous forçait presque à retourner à l'école à pied. De Jean-Marie Guillou, j'habitais à la Ruelle Nazon à l'époque, il fallait retourner à l'école à pied, parfois je descendais à pied. Et en remontant, je passais au poste marchand chez mes amis, je les déposais, je rentrais chez eux, je mangeais avec eux parfois, ou parfois le vendredi, je me souviens encore, j'ai un ami qui est resté très proche avec moi, et Serge, petit homme. Et Serge habitait à la Grand Rue à l'époque, et je descendais à la Grand Rue, je connaissais la Grand Rue à l'époque, j'ai appris à connaître les corridors de la Grand Rue. C'est une belle expérience, ça, qui est aujourd'hui chantée dans les rap haïtiens. Hein. Ça, je vous assure que moi, j'ai appris à connaître ma ville. Ma ville, c'est le Gonaïve, mais cette ville qui m'a adopté, qui est Port-au-Prince, mon pays, la sociologie de mon pays. Et c'est ce qui m'a permis d'être moi-même ce que je suis aujourd'hui. Je pense que il y a beaucoup de ça là-dedans. Docteur Larsen, vous avez étudié la médecine à la faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti, c'est clair. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix de carrière? Est-ce que c'est un rêve que vous avez eu depuis l'enfance? Est-ce que c'était un conseil, le père, le grand frère? Ou est-ce que c'est un élan de jeunesse? Écoutez, moi, je me lance dans l'aventure. C'était ça. Très complexe. Très complexe. Je devais être électromécanicien. Électromécanicien? Technicien en électromécanique. C'est ce que j'aimais. Je réparais tout ce qui passait chez moi, tout ce qui était en panne chez moi. Et quand j'ai voulu être technicien électromécanicien, c'était à l'époque très difficile pour des parents. J'avais terminé mon bac. J'avais quand même 4 frères qui étaient déjà médecins. J'avais 2 autres frères qui étaient encore des universitaires. J'étais 7e. Comment se fait-il que tout le monde soit universitaire et que le petit dernier décide d'être technicien? Donc j'ai eu quand même des difficultés de l'époque. Et j'ai fini par dire, bon, je vais être orthopédiste. Pas être médecin. Je vais être orthopédiste pour pouvoir utiliser les outils qu'on utilise. C'est avant tout la spécialisation qui était dans votre tête? Avant tout. Je suis rentré en médecine parce que faire médecine m'amenait vers la possibilité d'être orthopédiste. Et comme j'aimais le sport, je me suis dit, bon, orthopédiste, médecine du sport, ça marche de pair, je vais rester dans ce que j'aime. Donc, je vais continuer comme ça. Donc, j'ai dû faire médecine et j'ai fait médecine avec passion. Parce que c'était la voie pour m'amener vers ma passion qui est la médecine du sport et l'orthopédie. De fait, d'abord, c'est une passion pour les outils. Et l'outil, et comme les parents voulaient pas du technicien à la maison, vous avez dit, écoutez, je serai l'universitaire, mais vraiment, toujours avec des outils. Je ne vais pas dire que les parents ne voulaient pas du technicien, là. Du technicien. Peut-être que c'est par l'acheter, parce que je n'ai pas voulu confronter aussi et forcer. Donc, après discussion, j'ai dit d'accord, je vais continuer, je vais être en médecine. Je vais aller en médecine et j'ai été en médecine. Bon, il y a toute une histoire autour, on ne va pas rester là-dedans, tout ça. Mais ça va être trop long d'en parler. Mais j'ai fait médecine et j'ai pratiqué médecine. Et en même temps, je pratiquais médecine, je pratiquais aussi médecine et sport. On va en venir. Orthopédie et sport. Et vraiment, je suis un homme heureux et chanceux, comme je dis, parce que je fais en même temps mon travail et mon hobby, ce que j'aime. Donc, je mélange les deux et je me sens toujours très heureux là-dedans. D'accord, docteur. La vie professionnelle et la vie familiale ne font pas toujours bon ménage. Est-ce que vous avez choisi le célibat à vie ou pour gérer tout ça, ou est-ce que vous avez pu quand même fonder un foyer? Très jeune. J'étais à la faculté, je terminais ma médecine et je devais être en internat, je pense. Et non.
Je l'ai vu en 4e année. J'étais en 4e année quand j'ai vu rencontrer ma femme. Et je l'ai vu, je peux raconter, j'étais sur le balcon de la 4e année de médecine et j'ai vu une jeune fille rentrer en médecine et je l'ai vue à l'époque, elle avait une petite robe rouge sur elle. Oh là là. La couleur de l'amour pour certaines personnes. Hein. Peut-être, c'était juste avant la mort de son père, parce que par la suite elle est restée 2 ans avec presque du noir ou des couleurs très, très foncées. Et je l'ai vue et j'ai un ami qui m'a dit « Ne fonce pas, parce que si tu fonces, tu vas rester. Je connais cette famille. Si tu fonces, tu vas rester là-dedans. » Et j'ai foncé, je suis resté, je suis marié relativement jeune. J'étais en première année de résidence quand je me suis marié. En 2e année de résidence, au début de 2e année de résidence. Alors, comment était le début de votre carrière et quelles étaient les difficultés que vous aviez rencontrées? Vous savez, je crois que la vie est faite de difficultés. La vie est faite d'embûches. Et je pense que c'est traverser les embûches qui nous permettent vraiment de nous exprimer. Difficultés, je ne peux pas dire que j'ai des difficultés. Je suis peut-être d'une génération intermédiaire où il y avait des gens d'un certain âge qui se partaient et des jeunes qui arrivaient. Et j'étais presque au début de cette génération de jeunes qui faisaient leur apparition en orthopédie. Il y avait déjà des orthopédistes bien connus, docteur Mio, docteur Lucie Poultre, docteur Parisien, et docteur Guillaume et docteur Léon, docteur Gérard Léon, qui m'a pris sous ses ailes et qui m'a tout appris dans le métier. Et vraiment, je pense que ces gens-là, que ce soit Gérard Léon, surtout, ça c'est mon 2e père en gros en médecine, et mon mentor. Mais j'étais aussi couvé par le docteur Parisien, par Lucie Poultre, par le docteur Mio. Et par la suite, j'ai fait un bon bout de parcours aussi avec mon ami, je dirais comme ça, mon ami Raymond Bernardin. Et ensuite, bon, il y a eu les formations à l'extérieur et tout ça qui ont policié tout ce que j'ai comme métier. Mais ce sont ces gens qui m'ont appris aussi. Non seulement j'avais une passion pour l'orthopédie, mais ils m'ont appris la rigidité du métier, ils m'ont appris les trucs du métier, ils m'ont appris comment raisonner à l'intérieur du métier. Pas seulement de prendre ce qu'il y a dans les livres, les bouquins et pouvoir les appliquer, mais aussi les adapter au milieu local. Peut-être que cette passion que j'avais aussi pour l'électromécanique m'a permis aussi d'adapter beaucoup de choses, techniques, de technicité. Et comme à côté de tout ça, il y avait la possibilité d'être avec les athlètes, de traiter les athlètes, d'être dans le sport, j'étais un homme heureux. Et comme en plus ma femme a fait la réhabilitation, donc elle était à côté de moi tout le temps en train de travailler avec moi, elle est toujours à côté de moi en train de travailler avec moi. Donc ma vie est restée, on a pu comme ça, de joie, on a eu 4 enfants qu'on a élevés, et il y en a 3 qui ont déjà je suis fier, qui ont déjà leur master, maîtrise. En médecine également? Et non, personne n'a fait médecine, J'ai jamais pas, à cause de mon trajectoire. Jamais dit à mes enfants, ne faites médecine ou faites autre chose. J'ai toujours laissé le libre choix à mes enfants. Ils ont choisi, les 3 premiers ont choisi surtout les branches d'économie, de gestion et de comptabilité. Et le petit dernier qui est en mathématiques et qui avance, qui fait sûrement ingénieur. Donc, le petit dernier, il a 21 ans quand même, mais il est en train d'avancer. Mais vous dites que votre femme est dans la réhabilitation, ce qui fait, comment est-ce que le fait que vous soyez vous-même dans l'orthopédie, vous êtes orthopédiste, a poussé votre femme à choisir la réhabilitation? Il y a quand même un rapport entre les deux, non? Ah non, je ne veux pas dire que j'ai poussé ma femme à être en réhabilitation, elle a choisi d'être en réhabilitation. Je crois que j'ai toujours été un homme vraiment de libre choix, libre arbitre, et j'ai toujours laissé à tous ceux qui sont autour de moi le choix et de faire la route qu'ils préfèrent. Mais il y a quand même un niveau d'influence, non? Non, pas vraiment. Peut-être qu'à l'époque, il y avait beaucoup... Tu sais, c'était le grand amour entre ma femme et moi. Donc, et quand même, j'étais en orthopédie, jeune orthopédiste et rempli d'avenir. Elle a voulu m'accompagner là-dedans. C'était aussi un choix par rapport à la flexibilité du temps qu'elle aurait pu avoir pour élever ses enfants. D'accord. Nos enfants. Je dis excusez-moi chérie. Ça va? Nos enfants. Nos enfants, c'est bon. Alors docteur Lassène, nous allons prendre une pause à cette émission. On va revenir, on va continuer à parler de votre vie professionnelle. Et vraiment, le mariage entre le sport et ce que vous faites comme profession quotidienne, c'est l'orthopédie.
D'accord. D'accord. Chers téléspectateurs, nous observons une pause à l'émission. Nous allons revenir. Nous avons avec nous aujourd'hui l'invité Dr Larsen pour l'émission À travers. Si son acheter fait, acheter motoboxeur. Ou pas qu'à courir passer. Je fais motoboxeur pour madame ou pas qui plein de ça. Papa toute moto. Je fais moto pour les motos. Motoboxeur. Cascadeur pour les motos. Motoboxeur. Je fais taxi, j'ai les motos. Motoboxeur disponible dans 3 magasins ça. Bajaj 20, route de l'aéroport, 21, rue Lamar, Pétionville, et puis Plaza, Delima, Dikini. Tout fanatique Tony Mix, si vous pas voulez faire corvée, achetez! Boom, boom, boxer. On vous rappelle que vous suivez l'émission À travers et notre invité aujourd'hui est le docteur Hans Larsen. Docteur Larsen, une nouvelle fois, merci d'avoir accepté l'invitation. Nous apprenons beaucoup de vous, mais également de la société haïtienne avec vous. Bon, je suis un membre de cette société, donc je crois que j'ai assez d'années derrière moi pour avoir compris un tout petit peu cette société. Pas complètement, parce qu'elle est complexe, c'est très complexe. Ouais. Mais je crois que c'est une sociologie qui est passionnante. Et l'un de mes professeurs de sociologie s'appelle Maurice Sixto. Maurice Sixto. Ouais. Et avec ses histoires, ses contes, c'est ça. Je crois que si on décortique chaque conte de Maurice Sixto, chaque histoire de Maurice Sixto, on va apprendre beaucoup, et on va comprendre beaucoup ce pays. Et je crois que il m'a permis de comprendre beaucoup de choses dans ma vie. Il m'a permis de comprendre tout mon voisinage, qui m'a été d'une positivité extraordinaire. Non, je parle de mon enfance. Ces histoires de Maurice Sixto. Non, dans mon enfance. Mais c'est des histoires qui existent. Oui, c'est des histoires que j'ai vécues, mais j'apporte aucune importance à ces histoires. Et quand Maurice en parle, je vois vraiment que c'est exactement ce que c'est. Il me fait tirer des leçons extraordinaires là-dedans. C'est dans l'histoire de Léa Kokoye, bon Dieu. C'est l'histoire classique d'Haïti. Oui. La vertu sans l'argent, c'est un meuble inutile. Voilà. Docteur, on va revenir à votre vie. Là, on parlait de vos débuts de la profession de médecine en tant qu'orthopédiste. Dites-nous, docteur, vous avez combien d'années d'expérience et puis quelle a été la place de l'initiative personnelle dans votre carrière? Vous voulez que je livre au public mon âge? Non, je suis gradué, terminé mes études en 80. Donc ça fait quand même quelques années, hein, ça fait j'avais 36 ans. Donc j'ai fait orthopédie et ça fait peut-être 32 ans, 31 ans que je suis sur le marché et en train de traiter les gens, en train de voir exactement ce qu'on peut faire et d'apporter le maximum de ma personne. Et ce que j'ai pas dit en parlant de médecine tout à l'heure, en parlant de... Je fais médecine, orthopédie, en même temps médecine du sport, hobby et tout associé, c'est que en même temps je fais et j'exprime dans ma médecine tout mon comportement social. C'est-à-dire, tu sais que j'avais jamais remarqué ça, et c'est ma femme qui m'a fait remarquer parce que dans son cabinet, elle mélange tout le monde. Tout le monde vient à réhabilitation, donc il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup d'éducation, et des gens qui n'ont pas d'éducation du tout, et de tout niveau social. Et dans ma salle d'attente, c'est pareil. Et quand quelqu'un, je fais beaucoup de social, je ne vais pas crier sur les toits, mais je vois beaucoup de gens sans argent. C'est-à-dire que c'est ma participation dans le développement de mon pays. Toute petite participation, rien du tout. Importante, hein? Et personne ne peut dire si c'est un tel qui paie ou c'est un tel qui ne paie pas. Parce que la différence, surtout, c'est que souvent chez nous, quand on aide quelqu'un, on montre à l'autre qu'on aide quelqu'un.
Et je crois que la dignité manque à ce moment-là. Je crois qu'il faut garder la dignité de la personne. Il faut conserver la dignité de la personne. Personne n'a besoin de savoir, sauf ma secrétaire, qui paie ou qui ne paie pas. Donc, je pense que tu sais, c'est une sociologie très complexe. Et si tout le monde de ce pays se mettait à comprendre et à accepter Haïti tel quel, ne pas vivre les États-Unis en Haïti ou la France en Haïti, mais vivre Haïti en Haïti. Non pas une Haïti de mauvaise qualité, mais une Haïti avec une forme d'aspiration. On pourrait changer ce pays, apporter beaucoup. Et en parlant de ça là, tout en étant médecin, en regardant les dégâts causés par notre ami Andrew, je ne veux pas dire c'est notre ennemi ou notre ami, mais pour moi, comme tout être, Mathieu. Par notre ami Mathieu, je pense que c'est une occasion unique pour nous de faire une réflexion profonde et de dire que nous tous, nous sommes haïtiens. Et de dire que où est-ce que nous avons péché, pourquoi c'est arrivé. Est-ce que c'est Mathieu qui a tout causé ou bien est-ce que c'est de notre faute ce qui est arrivé? Il y a eu Mathieu, oui. Mais est-ce que ce n'est pas de notre faute? Est-ce que c'est parce que après le 12 janvier, nous avons continué à construire tel qu'avant? Nous n'avons pas tiré de leçon. Et après Azel, après Flora, après Inès, après Gordon, nous n'avons pas pris les mesures nécessaires, ni dans la construction, ni dans le reboisement, ni dans l'environnement de ce pays. Et je le dis tout fort parce que là où je suis au comité olympique, nous avons des programmes pilotes que nous faisons avec des enfants de Carrefour surtout, à peu près 6 à 8 000 par semaine, où nous faisons un programme sur sport et des thématiques. Des thématiques qui sont thématiques sur la citoyenneté, sur le civisme, sur l'environnement et sur le comportement sexuel et le comportement en général, en gros, sur HIV et tout ça. Et on fait ça avec des enfants qui ont entre 10 et 17 ans. Quand on dit 10 ans, on dit c'est jeune, j'ai dit non, la grossesse précoce existe chez nous. Et il faut essayer de voir comment éviter cette grossesse précoce. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que durant les vacances, on avait un programme en commun avec le centre, avec Jaco qui est au centre. Et M. Flynn était celui qui était en charge. Et il y a eu des pasteurs qui sont venus avec leurs enfants pour participer à ces programmes d'éducation globale. Donc, je pense que ça a été quand même un plus, une réussite, parce que c'est pas seulement c'était aussi pour un petit peu parler d'autre chose que je fais autre que médecine, qui est le comité olympique. C'est pas seulement sport, mais c'est sport avec un sport engagé dans la vie sociale nationale. C'est-à-dire l'engagement social devrait vraiment accompagner chaque jeune, même chaque personne en fait, pour pouvoir avancer vers le succès. Je pense qu'il faut qu'on leur apprenne ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de modèle. Ou s'il y a des modèles, nous ne vendons pas nos modèles. Nous n'avons pas d'émission, et je suis content d'avoir une émission comme à travers, on parle de certaines personnes, mais nous ne vendons pas suffisamment nos modèles. Et je vais rentrer dans quelque chose de très... Un sujet peut-être que ma femme va me dire que tu ne devais pas rentrer là-dedans. Non, mais l'argent est devenu le motif numéro 1 de la réussite dans ce pays. La réussite, c'est que vous avez de l'argent ou vous n'avez pas d'argent. On ne vous demande même pas comment vous avez fait votre argent. Donc, comment créer des modèles? C'est une bonne interrogation. Comment créer des modèles, particulièrement en Haïti? C'est ça. Je crois que nous devons commencer par nous regarder et nous dire est-ce que nous allons vivre pour les 25 prochaines années ou bien est-ce que nous allons former des gens pour les 100 prochaines années? Et le choix, le futur complet, 200 ans, 300 ans. Et c'est un choix important à faire. Il faut que la société haïtienne se décide
à se reprendre en main et à se dire, voici les valeurs cardinales qu'il y a et voici les valeurs à suivre. Docteur, vous êtes là, on est déjà en plein dans l'autre question qui est, vous êtes médecin orthopédiste, vous faites l'alliage, mais un bon mariage entre le sport, la médecine, le sport qui est votre passe-temps, et vous faites également un travail d'éducation civique, et beaucoup plus là, d'éducation globale même. Vous avez été élu président du comité olympique haïtien, et parlez-nous de cette expérience. Vous êtes encore président du comité olympique. J'ai été au comité olympique, ça fait des années, comme membre, puis comme vice-président. Ensuite, bon, je ne retournerai pas dessus. Il y a eu une crise, et après la crise, et j'ai été élu par mes pairs pour 2 ans et 3 mois. Et les 2 ans et 3 mois vont prendre fin le 25 octobre, puisque le 25 octobre, normalement, nous avons des élections. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis encore candidat à ma succession. Parce que j'ai le droit d'être candidat à la succession. Parce que je pense que 2 ans, 3 mois, c'est une courte période et je voudrais quand même passer au moins 4 autres années et essayer de voir ce que nous pouvons faire avec non seulement le sport, mais le sport, l'organisation du sport et aider avec les fédérations, l'organisation des fédérations, mais aussi l'intégration sociale par le sport. Parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est l'intégration sociale par le sport, le développement par le sport. Je crois que le sport est un médium extraordinaire qui peut permettre la rencontre de toutes les classes sociales et l'intégration généralisée. Est-ce que c'est quelque chose de facile de faire l'intégration par le sport? Dans le programme que vous parlez à Carrefour, on a pris les écoles, des enfants qui sont scolarisés, des enfants relativement, pour Carrefour, on dirait, UP, mais aussi des enfants qui viennent du centre d'accueil. Et on a mélangé tout le monde pour jouer ensemble, pour faire les thématiques ensemble. Et quand ces enfants jouent, et ça me rappelle ma jeunesse à Jean-Marie-Guillou, quand on avait des matchs de foot et contre Darius Denis ou quelle autre école tout autour, dans les environs du Jean-Marie-Guillou, on ne voit pas de différence. Les enfants s'entendent, avancent, ensemble, se parlent, s'aiment, se côtoient et tissent des liens d'amitié. Donc, le problème, c'est l'adulte. Le problème, ce sont les... Progressivement, nous bâtissons. Il y a cette séparation, il y a cette distanciation qu'il y a entre... Écoutez, moi, je suis de l'UP, moi, tu es de la classe moyenne, toi, tu es en bas. C'est ça. Restez dans votre coin, moi, dans mon coin. Et la société elle-même, elle meurt, elle dépérit. C'est ça. Il y a des gens qui tirent profit de ça et qui en parlent beaucoup, au lieu de travailler vers l'unification de nous tous, vers l'entente nationale, vers une entente entre nous, Haïtiens, qui sommes sur ces 27 950 km² et qui devons nous entendre pour faire avancer ce pays. Personne ne pourra tout seul faire avancer ce pays. Excusez-moi, c'est vraiment pas le sujet d'aujourd'hui, mais quand même, une question, une parenthèse très importante. Le ciment, ce ciment-là, d'après vous, c'est quoi? Ce ciment pouvoir rassembler, mettre ensemble ces différentes pièces, si vous voulez, c'est comme des castes. C'est comme en Inde, vous voyez les gens, c'est vrai que ce sont des gens qui se voient comme ça, mais il y a les castes, non? Chacun dans son petit coin là, comme ça. Vous savez, j'ai un rêve et malheureusement, je ne vais pas réaliser. J'avais eu l'opportunité, parce qu'il y a un ministre actuel, le ministre de l'Intérieur, qui m'en avait parlé, qui m'a dit on pourrait trouver le financement. Mais j'étais tellement pris par les Jeux Olympiques durant les vacances que je n'ai pas pu le réaliser. Le rêve, c'est ce qu'ils ont pu réaliser un tout petit peu à Sao Paulo. C'est ce qu'ils appellent la marche du dimanche. Et il y a les gens des classes, parce qu'il y avait beaucoup de tensions à Sao Paulo. C'est une ville énorme où il y a beaucoup de tensions, beaucoup de violence. Et il y a les gens UP, le maire de la ville de l'époque a fait les gens UP marcher des quartiers UP encadrés vers les quartiers défavorisés. Et les gens des quartiers défavorisés marchaient vers les quartiers UP. Et ils se sont croisés. Non, au début, ils ne se parlaient pas. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Après 5 dimanches, ils ont commencé par se dire allô. Après 10 dimanches, ils ont commencé à se parler. Mais c'est magnifique, mais c'est un peu comique aussi. Hein. Non, mais après 1 année, il y a eu non seulement une diminution de la violence, de la compréhension de l'autre, mais il y a eu aussi autre chose. Il y a eu aussi une diminution du budget de la santé. Vraiment? Parce que les gens ont marché. Les gens ont fait du sport. C'est vrai. Il y a eu moins de tension aussi. Hein. Les diabétiques se sont contrôlés par le sport.
ceux qui font des hypertension artérielle et les problèmes cardiaques et tout ça. Donc il y a une baisse du budget de la santé. Donc ils ont pris le reste pour créer des infrastructures. Donc je pense que c'est une idée extraordinaire. Moi j'aimerais que les gens accaparent cette idée et pas forcément moi. Je pense que ça fait des années que j'en parle. J'aurais aimé que des gens s'accaparent de cette idée pour pouvoir le faire. C'est peut-être pas forcément le moment pour l'instant, puisque nous sommes tellement pris par Mathieu, parce que c'est quand même un désastre national. Ça l'est, docteur. Alors, docteur, petite parenthèse, alors, on va continuer. Le sport pour vous, parce que vous le disiez, c'est votre passion. Et comment est-ce que vous vivez cette passion et quelle est la place de cette passion dans votre succès dans la vie? Je pense que ça m'a permis de me faire une clientèle rapidement. Parce que j'étais quand même médecin de la sélection nationale, j'étais à la télévision, on me voyait et on parlait de moi comme j'avais traité tel athlète. Donc je me suis vite fait une réputation. Donc je crois que le sport m'a donné beaucoup, m'a remis beaucoup. J'ai quand même continué à abonner beaucoup, puisque je continue toujours à faire beaucoup de bénévolat dans le sport. Je ne fais que du bénévolat dans le sport. Le sport, je le dis ouvertement, le sport ne me rapporte rien. Le temps passé dans le sport, c'est le sport de bénévolat. Et je gagne ma vie avec mes malades et par mes patients. Mais je gagne très bien ma vie et je crée du temps et ça me permet de moi d'être... Je vis ma vie telle que j'aurais aimé la vivre. Orthopédiste, et puis vous êtes sportif également, vous faites du bénévolat. Est-ce qu'à côté du sport, de votre profession, l'orthopédie, je ne dis pas la médecine, parce que vous dites, d'abord c'était l'orthopédie dans votre tête. C'est l'orthopédie. Je suis clair dessus, je fais de l'orthopédie. Je fais la médecine quand il faut faire la médecine, mais je suis dans ma tête orthopédiste avant tout. Qu'est-ce que vous faites à côté de tout ça? Déjà à côté de la médecine, de l'orthopédie bien sûr, du sport et de l'éducation civique que vous faites comme travail. Qu'est-ce que vous faites à côté de tout ça? J'ai ma famille et j'essaie de donner le maximum de temps à ma famille, ce qui est difficile parfois parce que je me souviens que je ne citerai pas le nom de la personne, mais j'avais une fois invité des gens chez moi et il y a un ami à moi qui est arrivé mais qui est toujours au sport avec moi et mon fils a lui dire: ah, c'est toi qui accapare mon père tout le temps. Donc c'était une façon de me dire à moi que papi, tu passes beaucoup plus de temps avec tes gens dans le sport qu'avec nous. Mais je crois que c'était ce qu'ils n'avaient pas compris à l'époque et ce que certains ne comprennent pas, c'est que cet engagement dans le sport, c'est pouvoir aussi permettre d'avoir un pays beaucoup plus calme, un pays où on puisse encore vivre. Je crois que par le sport, on peut diminuer les tensions et permettre à nous tous de sortir dans les rues. Parce que en permettant l'épanouissement de notre frère qui est là en position difficile, en l'intégrant, en permettant ton intégration dans la société, ça va diminuer la violence et ça va nous permettre à l'avenir de ne pas être inquiets quand nos enfants sont dans les rues. Et ça, c'est l'engagement que j'ai pris de pouvoir moi-même me dire que j'aurai 90 ans, me dire j'ai fait mon boulot et je me sens, c'est très égoïste de ma part. J'ai fait mon boulot, si c'est arrivé là, c'est peut-être pas forcément de ma faute. J'ai peut-être pas fait assez, mais j'ai essayé quand même de faire le maximum. Alors, dites-nous, comment est-ce que le fait qu'on donne du temps à sa famille contribue à son bonheur, pas global, son succès aussi, mais surtout son bonheur? Je crois que le noyau familial est excessivement important. Il n'y a pas de famille sans problème. Il faut essayer de résoudre tout ça, il faut essayer d'avancer et il faut essayer de vivre ensemble et de se comprendre. Il faut se parler. Comme je dis, moi, je ne suis peut-être pas l'exemple parfait parce que j'ai quand même pris beaucoup de temps de mes enfants en donnant ça d'un côté à la médecine et de l'autre côté au sport. J'ai un fils qui, quand il fait sa graduation en économie, m'a dit: papi, tu sais, j'étais très content, très fier de lui. Parce qu'il est arrivé dans une petite ville et 60 000 habitants, il ne connaissait personne, il n'y a pas un haïtien dans cette ville. Et 4 ans après, quand je suis retourné, qu'on a cité son nom, la salle entière s'est mise debout pour l'applaudir. Tout le monde le connaissait parce que il a apporté la vie. Il a apporté la vie là-bas. Et j'étais très fier de lui. Et au moment de l'embrasser, de tout ça, il m'a dit: papi, tu sais, est-ce que tu es content aujourd'hui? Je dis: oui, je suis très fier de toi. I'm proud of you, c'est ce que je lui ai dit, la phrase réelle. Il m'a dit: mais tu sais qu'aujourd'hui, tu aurais pu être plus heureux que ça. Dit, comment? Il m'a dit: j'aurais pu aujourd'hui être gradué en médecine.
J'ai dit, mais non, tu as choisi ce que tu voulais. Il m'a dit, non, c'est pas parce que je voulais pas faire médecine. Mais tu as passé tellement de temps avec nous, quand tu devais aller à la mer, quand tu devais aller manger une pizza, quelque chose que tu faisais, tu devais faire, tu devais passer à l'hôpital, nous laisser dans la cour, aller voir tes malades. Et c'était du temps pour moi qui était perdu avec nous. Donc je me suis dit que je ne vais pas prendre un métier comme le tien, peut-être très passionnant, mais je vais essayer de passer un peu plus de temps avec mes enfants. À ce moment-là, j'ai eu les larmes aux yeux. C'est-à-dire les malades, c'est comme votre deuxième famille en quelque sorte. En gros, j'ai 3 familles. J'ai ma famille, j'ai les malades et j'ai le sport. Le sport. Docteur Larsen, est-ce qu'on peut dire que vous avez réussi dans votre domaine? Bon. C'est pas à moi de me juger, c'est aux autres de me juger. Je pense que certains me disent que je suis une référence. J'ai encore une clinique à mon âge qui est toujours une salle d'attente toujours remplie. Je suis très souvent, malheureusement, je suis obligé de dire à certains que je ne peux pas vous revoir aujourd'hui, essayons de voir si on peut vous caser dans 2 jours. Et est-ce une forme de réussite? Je ne sais pas, mais c'est les autres qui doivent dire que j'ai apporté. La réussite, c'est quoi en réalité? C'est ce qu'on a apporté, moi je pense, ce qu'on a apporté de positif dans sa société, dans son environnement, autour de soi. Excusez-moi, ce chemin pour vous est-il difficile? Ce chemin, j'ai jamais réfléchi. Tout ça. J'ai jamais réfléchi là-dessus. C'est la première fois qu'on pose cette question et que je me suis dit, est-ce qu'il est difficile? Je me réveille à 2h du matin pour répondre à un email qu'on m'a envoyé au comité international ou un patient, parce que ces jours-ci, les patients, c'est sur WhatsApp qu'ils vous consultent beaucoup, donc à n'importe quelle heure. Et bon, mais c'est avec la même passion, le même amour. Je vais vous raconter une histoire, une anecdote qui m'est arrivée. J'étais jeune médecin, j'étais dans mon lit avec ma femme et on avait opéré un malade. C'était même pas mon malade, c'était le docteur Léon, je me souviens, et qui était parti à l'époque en vacances. Et j'avais la charge de cette patiente. Et un patient m'appelle à 9h du soir, 8h du soir. Jeune médecin. Jeune médecin. Docteur, j'ai des douleurs. Bon, j'ai dit, quel médicament vous avez ça. 9h du soir, la patiente m'appelle encore. Des douleurs. Je dis, mais vous faites ça. 45 minutes après, elle m'appelle de nouveau. J'ai dit à ma femme, bon, finalement, je dois y aller parce que sinon, je ne vais pas dormir ce soir. Elle va m'appeler toutes les demi-heures. Donc, je vais, des médicaments. Et c'était une femme? C'était une femme âgée. Donc, pas question de... Donc, je vais voir la malade, je reste une demi-heure avec elle, de médicaments, et j'attends qu'elle dorme. Quand elle a fini de dormir, d'entrer dans son sommeil, je suis rentré chez moi. Arrivé chez moi, on dormait tranquillement. À 1h du matin, le téléphone sonne. Bon, je suis réveillé, j'ai pris le téléphone et ma femme s'est réveillée. Merci docteur, j'ai bien dormi et je vais retourner au lit, je voulais vous le dire. Oh Jésus, ça c'est bon. Ce soir-là, ma femme m'a dit, non, il y a une limite à tout. Mais c'était quand même une façon de me dire merci et moi j'ai apprécié. Ça m'a dérangé un petit peu, mais j'ai apprécié. Oui, dérangé d'un côté, mais apprécié. Reconnaissance, hein. Mais c'est pour vous dire que le métier, il y a des moments ça vous apporte des moments de bonheur uniques. Docteur, que faut-il garder en tête pour atteindre son but? Bon, dans toutes les professions, voire dans la vie, hein, de façon globale. Je crois qu'il faut avoir un plan et il faut faire tout ce qu'on fait. Il faut d'abord avoir un métier qu'on aime. Il ne faut pas faire un métier pour aller et dire je fais ce métier parce qu'on peut faire de l'argent là-dedans. Je ne pense pas que vous allez atteindre le bonheur pour vous, sauf si c'est l'argent qui est le bonheur pour vous. Il faut faire quelque chose que vous aimez, d'abord. Il faut le faire avec passion. Et il faut avoir une conscience personnelle. Conscience personnelle. Oui, c'est-à-dire quand vous rentrez le soir dans votre lit et que vous allongez, que vous dites à vous-même, j'ai bien rempli ma journée, j'ai fait mon devoir de maison, je n'ai vraiment presque rien à me reprocher. C'est vrai. Vous savez, dans ce métier, il y a beaucoup de frustration. Vous arrivez, vous avez quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, il faut le traiter à peu près, vous ne pouvez pas l'envoyer à l'extérieur, les moyens manquent pour pouvoir le traiter à Port-au-Prince parce qu'il manque de ceci, il manque de cela, nous savons que nous sommes limités. Et vous êtes devant ce cas. Il y a une seule question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que j'aurais fait devant ce cas si c'était ma femme, si c'était ma mère,
où c'était mon enfant qui était là. Pour quelqu'un que j'adore. C'est vrai. Qui était là devant soi. Qu'est-ce que j'aurais fait? Et il faut faire exactement ce que vous auriez aimé que quelqu'un d'autre fasse pour vous, dans les mêmes conditions, à l'humain qui est devant vous. Et à ce moment-là, vous allez avoir d'autres mots. Vous dites, excusez-moi le terme, merde alors, si j'étais à l'extérieur, j'aurais pu faire ça, 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 ça. Mais, quelque part, vous allez vous dire à vous-même, j'ai fait pour cette personne ce que moi, dans les mêmes conditions, j'aurais aimé que quelqu'un d'autre, les mêmes actes que quelqu'un d'autre devait poser pour moi. Docteur Larsen, vous nous disiez tout à l'heure que la société haïtienne, elle est complexe, mais vous avez pris du temps pour connaître cette société. Vous avez été à la connaissance, à la connaissance des autres, à la rencontre des autres. Dites-nous, peut-être avant-dernière question, comment construire son avenir et vivre ses rêves en Haïti dans cette complexité? Je suis mal placé pour le dire. Parce que quand même, je viens d'une famille relativement favorisée. Donc, j'ai fait un métier, comme je vous l'ai dit, j'aurais pu faire autre chose, mais j'ai fait un métier et j'ai eu facilité pour faire ce métier. J'ai eu des facilités parce que peut-être que le Seigneur m'a donné une certaine intelligence pour pouvoir aborder tout ça. J'ai eu aussi un accompagnement familial qui m'a toujours appris qu'il ne faut pas seulement rester sur son intelligence, il faut faire l'effort nécessaire pour pouvoir monter les escaliers marche par marche et se construire tout. Qui m'a montré, donc, qui m'a permis d'avoir donc de vivre dans les règles de l'art. Mais je pense qu'il y a des moments difficiles que traverse ce pays actuellement, et depuis quelque temps déjà, et pour beaucoup de prochaines années encore. Il faut avoir beaucoup de volonté. Et comme vous l'avez dit, se mettre un but. Et chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, travailler pour arriver à ce but. Parfois, il est très difficile. Et j'ai beaucoup d'admiration pour beaucoup de gens qui n'ont pas eu beaucoup de facilité dans leur vie et qui sont arrivés. Et je pense qu'il faut se concentrer, il faut faire les sacrifices nécessaires, parfois très difficiles, mais il faut arriver à faire ce qu'on aime. Malheureusement pour nous dans ce pays, et là je vais ouvrir peut-être une porte. Et c'est pour ça l'une des raisons pour lesquelles aussi que j'ai dit au départ qu'à mon époque, mon père trouvait que, ma mère trouvait que avoir un métier technique était quelque chose de pas tellement honorant. Mais je vais vous faire une confidence. Mon mécanicien fait plus d'argent que moi. Votre mécanicien fait plus d'argent que vous? C'est vrai, fait plus d'argent que moi, parce que c'est mon ami, on a un ami d'enfance, on se connaît, et, on a grandi un petit peu ensemble, on vient de la même ville, et on vient de Gonaïve, et on se connaît, et on se parle ouvertement. Il fait beaucoup d'argent que moi. Et ça vous dérange pas? Il est absolument pas. Absolument pas, c'est un type fantastique, c'est un ami, je dis. C'est pas un mécanicien, c'est pas quelqu'un comme ça, c'est mon ami, c'est tout. Et on se parle, et il m'apporte beaucoup sociologiquement. Et je vais chez lui, je vais dans son garage, je m'assieds, quand de peu de temps que j'ai parfois, je passe une demi-heure, une heure, je vais regarder un match de foot chez lui, on discute. C'est pas une question de profession, c'est une question, c'est un choix, mais vraiment un choix passionné. Mais c'est un ami. Oui, c'est vrai. C'est un ami. Et un ami, c'est pas... Excuse-moi, on a des amis. Oui. Et pas besoin de savoir que ses amis, il a de l'argent, pas de l'argent. Moi, j'ai des amis qui ont joué au foot avec moi, qui savent à peine lire et écrire. Docteur Larsen, merci infiniment. Merci, désolé. Mais ce que je comprends, l'idée, c'est que vivre son rêve et son avenir en Haïti, d'abord, si j'essaie de reprendre l'idée, c'est de travailler sans relâche pour atteindre son but avec une ferme volonté et bien sûr en faisant quelque chose qu'on aime. Je crois que et pour terminer, je vais vous dire, je ne vais pas affirmer parce que ça, je crois que c'est l'un des pays où il est le plus difficile de réussir. Et aussi un pays où il est le plus facile de réussir.
Plus difficile de réussir parce que malheureusement pour nous, laissez-moi terminer mon idée, nous sommes concentrés à avoir des diplômes universitaires. Et c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire aux jeunes, ne pensez pas qu'avoir un diplôme universitaire va forcément vous ouvrir l'avenir. Si vous êtes un bon technicien, n'hésitez pas. Ne faites pas, je ne dirais pas l'erreur, parce que moi j'ai pu corriger, j'ai bien réussi dans ma vie. Mais si vous aimez un métier technique, n'hésitez pas. Rentrez là-dedans. L'avenir de ce pays est dans le métier technique. Docteur Larsen, merci infiniment. Merci d'avoir accepté l'invitation. On vous dit à une prochaine fois. Peut-être qu'on aura le temps de parler de bien d'autres sujets, notamment de la médecine en Haïti. Si vous voulez, hein, aujourd'hui on a parlé de tout sauf de médecine parce que j'ai parlé d'orthopédie, autre chose. Merci au public qui a pris son temps pour nous écouter, aux téléspectateurs. Et merci à vous, Ralph. Et merci aux metteurs en scène, aux metteurs en ondes et aux caméramans et à toute l'équipe. Merci, docteur. Mesdames, messieurs, ici prend fin notre édition à travers pour aujourd'hui. Avec nous, mais c'est la fin de l'émission, bien sûr, docteur Larsen. Et on vous dit à bientôt pour un prochain numéro d'à travers. Bye bye. Docteur Larsen, merci infiniment.